Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous de débat, chroniques et reportages, 90 minutes, 2 grands thèmes seulement pour donner à nos experts le temps de donner du sens à l'actualité. Voici le sommaire de ce 20 janvier, c'est la dernière course d'obstacles pour le budget 2026. Le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement avec l'article 49.3 cet après-midi. Il doit être utilisé cet article à 3 reprises dans les prochains jours. 3,49.3, autant de risques d'être censuré. Sébastien Lecornu peut-il tomber malgré l'accord passé avec les socialistes? Où sont passées les promesses de justice fiscale? L'objectif affiché de tenir les 5% de déficit public est-il réaliste? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, les enjeux des élections municipales. On est à moins de 2 mois du premier tour du scrutin. La sécurité vient en tête des préoccupations des Français. Nombreux sont les candidats qui affirment vouloir lutter contre le narcotrafic. Rien de tout cela sera possible sans le retour de l'ordre, sans le retour de la sécurité, de la tranquillité, de la propreté, de la qualité de vie. La prospérité, l'innovation, le progrès social ne reviendront pas dans une narcoville qui n'a rien à envier à celle d'Amérique du Sud. Sauf que les pouvoirs du maire sont limités en matière de sécurité. Faut-il armer les polices municipales, leur donner plus de pouvoir ou investir au contraire dans la prévention? Les maires face aux défis sécuritaires. Ne ratez pas notre second débat, ce sera dans 3 quarts d'heure. Et n'hésitez pas, réagissez grâce à notre QR code, notamment sur ce retour de l'article 49.3 dans notre histoire politique ou quand Sébastien Lecornu revient sur sa promesse. Jérôme Rabier. Le gouvernement engage sa responsabilité sur la partie 1 des recettes du projet de loi de finances pour 2026. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Sébastien Lecornu déclenche le 49.3 et reçoit en échange 2 motions de censure déposées par LFI et le RN. Mais si le Premier ministre a dit hier qu'il le faisait avec regret et amertume, sa ministre des Comptes publics défend aujourd'hui la méthode et charge les oppositions non constructives. Et depuis, je n'ai aucun état d'âme, parce que oui, avec le Premier ministre, nous avons fait le choix de nous tourner vers des partis de gouvernement qui ont souhaité que le pays avance, là où vous souhaitiez non seulement qu'il n'avance pas, mais vous souhaitez l'échec non seulement du budget, mais du pays. Un compromis rendu possible grâce à un accord avec les socialistes qui ont validé aujourd'hui le principe de la non-censure. Il y a un parti qui s'est montré utile dans la période, c'est le Parti socialiste qui a accepté sur la loi de financement de la sécurité sociale et sur le budget de l'État de faire avancer un certain nombre d'idées qui protègent et qui changent la vie des Français. La première partie du budget sur les recettes devrait être adoptée vendredi si les motions de censure sont bien rejetées par l'Assemblée. Puis 2 autres 49.3 seront nécessaires pour faire adopter les dépenses et enfin le texte global. Mais avant cette dernière lecture, le budget reviendra au Sénat et la droite sénatoriale ne sait pas encore si elle balaye immédiatement le texte ou si elle reprend l'examen complet du budget. Donc, des menaces de la part du gouvernement, qui nous dit si vous reprenez l'examen du budget, vous allez faire perdre du temps, alors que la méthode Lecornu, qui a refusé le 49.3, est celle qui nous a fait perdre du temps. Donc, M. Lecornu attendra de savoir la position du Sénat, et je peux vous dire aujourd'hui qu'elle n'est pas décidée. Les sénateurs arrêteront leur position quand ils auront la copie finale du gouvernement, qui n'est pas encore transmise aux parlementaires. Même si au final, c'est bien à l'Assemblée que se jouera ce budget, avec l'adoption ou non d'une motion de censure. Est-ce une victoire socialiste ou est passé le grand thème des premiers jours de débat autour de ce budget, la justice fiscale? Je vous présente mes invités tout de suite. Valérie Lecable, bonsoir. Bonsoir bienvenue. Thomas. Vous êtes éditorialiste au quotidien lejournal.info. Christelle Craplet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directrice opinion chez Ipsos BVA. Vincent Couronne, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Chercheur en droit, directeur du média Les Surligneurs qui lutte contre la désinformation juridique. Et Michaël Darmon, bonsoir. Michaël, éditorialiste pour Sens Public. Valérie Lecable, je commence avec vous. Ça fait des mois que vous affirmez, notamment sur ce plateau, que ces débats budgétaires se termineront par l'utilisation du 49.3. Bref, vous aviez raison. Est-ce que c'est une victoire d'abord du Parti socialiste ou alors du Parti socialiste et de Sébastien Lecornu au même niveau, d'après vous? Écoutez, il n'y avait pas d'autre issue possible. Hein. C'est ça l'histoire, en fait. Il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut redire qu'un parti politique qui vote un budget fait partie de la majorité, donc soutient le gouvernement.
Donc mathématiquement, étant donné la répartition des députés à l'Assemblée nationale, il ne pouvait y avoir qu'un 49-3. Pourquoi est-ce que Sébastien Lecornu a fait mine, parce que c'est une entourloupe, de vouloir aller jusqu'au bout et jusqu'au vote? C'était impossible qu'il y ait un vote. Qu'est-ce qui s'est négocié pendant tout ce temps très long, comme l'a souligné votre sénateur? C'est la non-censure, c'est le pacte de non-censure qui s'est négocié. Mais l'entourloupe, elle vient aussi du PS alors, dans ce cas-là? Puisque c'était eux qui demandaient de renoncer au 49-3. Oui, mais ça, c'est le PS officiel. Le PS officieux savait très bien depuis le début qu'on allait au 49-3. Enfin, les Français, ils connaissent que le PS officiel. Hein, les Français, oui, mais nous, on connaît un peu plus que le PS officiel. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on a vécu là... Alors, il y a eu 2 étapes. Il y a eu l'étape de ce qu'on appelle le PLFSS, la sécurité sociale, dans laquelle il y avait la sacro-sainte suspension de la réforme des retraites. Donc celle-là pouvait être votée. Et en plus, elle ne signifie pas que vous êtes du côté du gouvernement. Ça n'a pas le même sens politique que le budget. Ce vote a déjà été un succès pour Sébastien Lecornu. Ce n'était pas acquis qu'il y ait un vote. Dès lors qu'il y avait la suspension de la réforme des retraites, le vote, et en plus, les socialistes ont obtenu des choses non négligeables en plus, comme de renoncer au doublement de la franchise médicale, comme de renoncer au gel des prestations sociales, et comme de passer de 2 à 3% les dépenses sociales en France qui permettent d'investir dans les hôpitaux. Donc ça a pu être voté. Mais le budget ne pouvait pas être voté parce qu'il n'y a pas de victoire fondamentale dans le budget. Bien compris. On va pouvoir redétailler tout ça. Auprès des électeurs, Christelle Craplet, c'est peut-être un peu tôt pour évaluer. Et puis d'abord, le budget, il n'est pas encore passé. Mais est-ce qu'effectivement, le Parti socialiste va pouvoir capitaliser sur cette séquence, d'après vous ? Alors, auprès de son propre électorat, en tout cas la frange la plus social-démocrate, peut-être, parce qu'il conforte un peu cette image qu'il cherche à asseoir de parti de gouvernement, de crédibilité, de ne pas contribuer au chaos. Après, les sympathisants PS sont aussi divisés, donc auprès de la frange plus sociale, plus revendicative, au contraire, il peut donner le sentiment de faire trop de compromis. Donc, c'est un peu compliqué et un peu tôt pour voir si ça a des effets. En tout cas, on va dire que la petite musique d'un parti qui se distingue de LFI sur sa stratégie peut répondre à une certaine préoccupation de la part de ses électeurs et essayer de souder un peu derrière lui cet électorat social-démocrate qu'il cherche à rallier. Est-ce que c'est vraiment un budget de compromis, Vincent Couronne ? En tout cas, c'est un budget qui a été négocié par plusieurs partis, en tout cas plusieurs des personnalités issues de différents partis politiques. Et ça, je trouve ça assez remarquable. Pas seulement le PS et le gouvernement. Et disons qu'il a fallu satisfaire plusieurs sensibilités politiques et on est quand même dans quelque chose qui est assez nouveau, il me semble, sous la Ve République, même si ça aboutit en 49-3, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de majorité pour l'adopter. Malgré tout, a priori, il n'y aura pas de majorité pour le renverser. Et donc, ce qui semble assez intéressant, je trouve, c'est qu'on arrive enfin, et je trouve que c'est un long processus depuis la dissolution ratée d'Emmanuel Macron, un long processus de réapprendre ce que c'est qu'un régime parlementaire. Le fait que, en régime parlementaire, on a 577 députés, c'est pas des députés godillots. La Constitution, article 27, si vous voulez les numéros, dit précisément que le député a un vote personnel, libre, il n'a pas de mandat impératif. Donc c'est 577 sensibilités qu'il faut arriver à concilier. Donc trouver un compromis, c'est pas un gros mot en démocratie, au contraire, c'est le sens même de la représentation de la volonté générale et de la démocratie. Oui, mais le parti LR, il a plutôt le sentiment d'avoir été mis de côté pour obtenir ce compromis. De toute façon, quand on vote un budget, il y a des gagnants, il y a des perdants. Ça, c'est certain. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans cette séquence, c'est que, nous tous, les commentateurs, mais aussi la classe politique, en fait, plus ça va, plus elle comprend ce que c'est qu'un régime parlementaire, et plus on se détache d'ailleurs aussi de la figure tutélaire du président de la République pour vraiment se recentrer sur le Parlement. Et d'un point de vue démocratique ou du régime parlementaire, je trouve que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Oui, effectivement. Alors il y a ce Parti socialiste qui s'affiche en vainqueur, mais alors pour ses anciens alliés du nouveau Front populaire, il a renoncé, le PS, à ses ambitions de justice fiscale. En tout cas, c'est ce qu'affirme le député écologiste Benjamin Lucas. Écoutez.
Tout ça est complètement délirant d'un point de vue démocratique et aussi d'un point de vue budgétaire, puisque à quelques annonces, on ne sait pas où se trouvent les sources de financement et qu'on sait bien, compte tenu de ce qu'ont dit les macronistes et surtout de ce qui s'est passé dans l'hémicycle, de leur refus obstiné de voter avec nous toute avancée pour la justice fiscale, toute avancée même symbolique pour que les ultra-riches contribuent un minimum à l'effort de redressement des comptes publics et à l'effort de financement de nos besoins sociaux, environnementaux, de services publics. On sait bien qu'ils ne vont pas aller d'un seul coup se réveiller et devenir des partisans du partage des richesses et de la justice fiscale. Valérie Lecap, vous nous disiez tout à l'heure que le 49.3, d'une certaine façon, c'était un leurre. Est-ce que la taxe Zuckman, c'était également un leurre? Bien sûr. Bien sûr que c'était un leurre. C'était de demander beaucoup pour obtenir un petit peu. Parce que, pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit, avec lequel je suis complètement d'accord, en fait, d'abord sur LR, Wauquiez, il n'est pas mécontent. Laurent Wauquiez qui préside le groupe des députés Laurent Wauquiez qui est juste le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Il voulait le gel des pensions des retraites, il l'a obtenu. Le non-gel, pardon. Qu'on revienne sur le gel des pensions des retraites, il l'a obtenu. Il voulait une augmentation du barème de l'impôt sur le revenu non négligeable, il l'a obtenu. Il voulait que les ménages ne soient pas taxés, il l'a obtenu. Et même les sénateurs LR sont contents, puisque les collectivités locales ne sont pas touchées non plus. Qui est-ce qui va payer l'addition? Les entreprises. Ce sont les très grandes entreprises, les 300 plus grandes. Les 300 plus grandes entreprises. Et encore, elles vont payer l'addition, mais pas plus que sous Michel Barnier. C'est le même chiffre de 8 milliards d'euros. Et du coup, la question initiale... C'était la taxe Zuckman, quand même, cette thématique-là qui occupait nos esprits et les débats d'une justice fiscale qui devait être au cœur de ce budget 2026. Alors, ça, c'est ce que rappelle Benjamin Lucas pour les écologistes. C'est vrai que taxer les riches, pour la faire courte, c'est notamment le slogan d'Aurore Lalucq, qui est coprésidente de Place Publique avec Raphaël Glucksmann. Donc, c'est quelque chose qui va occuper la campagne présidentielle de 2027, mais qui était totalement déraisonnable dans la situation dans laquelle aujourd'hui. Et je suis d'accord avec vous. Ce que les socialistes ont montré, c'est leur sens des responsabilités, si vous voulez. Et ils ont mis un gros paquet dans la négociation pour obtenir ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit les entreprises et pas les ménages, pas les Français, qui fassent l'effort qui est demandé pour arriver aux 5%. Alors, on n'a pas encore toute l'architecture de ce budget, Christelle Craplet. Il y a un certain nombre d'arbitrages de dernière minute, mais comment est-ce qu'il peut être perçu par les Français comme un budget qui réduit les inégalités, qui répond à ces enjeux de justice fiscale qui ont été vraiment posés sur le tapis fortement en début de débat? Alors, ce qui peut faire écho auprès de la population française, c'est d'ailleurs ce que martèle le Parti socialiste, c'est les gains obtenus sur le repas à 1 euro pour les étudiants, ce genre de mesures un peu symboliques qui effectivement parlent à l'opinion publique et sans qu'elle adhère forcément, en tout cas à son électorat. Je regardais un peu dans les préoccupations des Français, ça reste quand même toujours le pouvoir d'achat en tête, même si c'est un peu plus bas. Et chez les sympathisants socialistes, les inégalités sociales, c'est un mantra. Donc on va dire que là, ça peut parler à cet électorat-là. Après, les Français, je pense qu'ils sont un peu perdus sur toute cette séquence. C'est quand même un bis repetita, une sorte de jour sans fin. Et ils ont sans doute le sentiment que voilà, c'est un épisode, mais il y en aura un autre. Et je ne suis pas sûre qu'ils aient une idée très construite, effectivement, de ce budget en particulier et de la direction dans laquelle on va. On se souvient de ce que l'ancien ministre de l'économie a dit à nos confrères de la Tribune, si je ne me trompe, que des ultra-riches réussissaient, grâce au holding familial, à échapper quasiment à l'impôt. Vincent Couronne, c'est quand même un ferment. Enfin, l'acceptation de l'impôt, c'est intéressant dans nos démocraties, c'est un ferment quand même assez profond de division, le fait d'avoir ce sentiment que certains y échappent. Oui, c'est pas anormal parce que le consentement à l'impôt, c'est vraiment ce qui a façonné la naissance des parlements en Occident. Si on remonte à 1215 en Angleterre, le roi Jean sans Terre, en fait, qui se fait imposer une charte, la Magna Carta, et qui est un des débuts du consentement à l'impôt. La Révolution française aussi, les révolutions arabes également ont beaucoup joué sur ces questions-là. L'indépendance américaine, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais au final, on se rend compte que le Parlement est au cœur du consentement à l'impôt.
Et vous vous souvenez peut-être du slogan « No taxation without representation », comme on disait aux États-Unis pendant la Révolution américaine. Et on a aujourd'hui un délitement de ce consentement à l'impôt que certains peuvent expliquer par le niveau de taxation, les injustices, etc. Il y a la compréhension peut-être aussi. Alors voilà, il y a un élément intéressant, c'est que ce délitement du consentement à l'impôt, on peut le voir aussi dans le fait que certains budgets soient adoptés par 49.3. Alors ça aurait été pire, on pourrait revenir si vous voulez, s'il avait été adopté par ordonnance. Et notamment nous au Surligneur, on a vu passer pas mal de fausses informations ces derniers mois, qui sur les réseaux sociaux, très populaires parfois, et qui affirment qu'il n'y a plus de consentement à l'impôt parce que le budget a été adopté par un 49.3, le précédent en tout cas, et que du coup l'État doit nous rembourser nos impôts. Voilà. Alors c'est pratique, hein, c'est confortable. Mais non, mais ça veut dire, je trouve, ce genre de fausses informations qui circulent, ça veut dire aussi quelque chose du délitement du consentement à l'impôt. Je veux bien vous entendre, je vous redonne la parole après, Valérie, mais vous entendre là-dessus, parce que j'imagine que ça fait partie des thématiques sur lesquelles vous travaillez. Oui, tout à fait. Et on a un délitement du consentement à l'impôt. Alors pas de là à dire qu'on ne doit plus payer d'impôts, mais on a toujours le sentiment que soi-même, on paye trop d'impôts par rapport à ce qu'on a. Alors, c'est vrai, en France quand même, il y a un mouvement antifiscal qui a été assez important et il y a une sorte d'allergie aux impôts chez les Français. Mais je trouve que la petite musique qui monte ces derniers temps, c'est le sentiment que, jusqu'à présent, on se disait au moins on a des services publics performants. Et là, ces derniers temps, on a plus le sentiment que ça se délite, notamment sur des sujets clés comme la santé. Et ça, c'est un peu nouveau et ça vient renforcer, on va dire, ce substrat qui effectivement existait d'un peu de rejet des impôts. Mickaël. Et ça a trouvé son expression dans le conflit structurant, la fronde structurante de toute la présidence Macron, c'est les Gilets jaunes. Bien sûr. Qui ont fortement exprimé donc, le rapport à la taxe, qui ensuite a débouché sur le grand débat et sur les cahiers doléances, où il y avait une exigence effectivement de qualité devant l'accès aux soins, ce qui n'a toujours pas ensuite été vérifié. Mais je crois que l'état d'esprit du budget aujourd'hui, c'est de dire, dans la situation actuelle, on va préserver les Français en essayant de geler un petit peu la situation. On leur a accordé des choses quand même. Vous avez dit les 1 euro pour les repas étudiants. On peut ajouter la hausse de la prime d'activité, par exemple. On peut ajouter le fait que les retraités, on ne touche à rien. C'est-à-dire qu'on allait dire qu'on allait leur enlever les 10%, leur geler leur pension, leur achat. Finalement, ils s'en sortent. Donc avec toutes les menaces qu'ils ont eues, ils ont l'impression qu'ils s'en sortent pas si mal que ça. Et quant à taxer vraiment les riches, si vous voulez, c'est vrai que ce n'est pas en phase avec la politique qui a été mise en place depuis Emmanuel Macron. Il faut vous dire que Emmanuel Macron, depuis qu'il est là, a diminué de 60 milliards d'euros les impôts chaque année, avec la flat tax, avec la suppression de la taxe d'habitation, avec... non, les impôts ont été fortement diminués. Simplement, ils n'ont pas été équitablement repartis. Un petit mot de coulisses, Valérie Lecable, je reste avec vous, parce que dans l'article que vous avez publié hier dans le journal.info, vous dites qu'il y a eu un aparté entre Sébastien Lecornu et François Hollande. Aux 200 ans du Figaro. Alors voilà, ça s'est joué aux 200 ans du Figaro. Mais qu'est-ce qui s'est... Alors, non, il y a ceux qui ont négocié pendant 3 mois, au quotidien, au jour le jour, mais François Hollande fait partie de ceux qui parlent du 49.3 depuis au moins 2 mois. Enfin, je veux dire, et donc je pense qu'il a donné son analyse à Sébastien Lecornu à cette occasion-là, puisqu'ils se sont mis sensiblement, tout le monde l'a vu, de côté pendant un moment pour en discuter. Mais peut-être que Sébastien Lecornu avait déjà compris. Mais en tout cas, non, ce que je trouve malin dans cette histoire, alors les économistes purs et durs vont hurler au scandale, c'est que finalement, les seuls qui se retrouvent à payer plus, ce sont les 300 plus grandes entreprises. Ils ne sont pas présents au Parlement, donc on ne peut pas entendre leur voix. Et puis, ils avaient très très mal joué, il faut le rappeler. Ah oui, on peut revenir au conclave. Ça, voilà, là, je suis assez d'accord avec vous. Il y a une occasion ratée. Ils avaient l'occasion. Si, c'était en juin 2025, donc c'était il y a quand même un moment, la CFDT leur tend une perche en disant on signe cet accord. C'était d'intégrer la pénibilité dans le calcul de la réforme des retraites. Et on signe cet accord, qu'est-ce qui serait passé ?
le Parti socialiste aurait été obligé, dans la foulée de l'accord, de voter le budget. Parce que ça aurait été lié, en fait. De ne pas le censurer, en tout cas. De ne pas censurer, voilà. On est d'accord, de ne pas censurer. Ils étaient liés. Donc on ne serait pas revenu sur la réforme de la sécurité sociale. On n'aurait pas suspendu la réforme des retraites. Et tout ça ne serait pas advenu. Tout ça, Bayrou n'aurait pas sauté. Enfin, le monde aurait été complètement différent. Et ils n'ont pas pris cette chance-là, en fait. Et aujourd'hui, ils payent plus cher. Bon, allez, on va s'intéresser aussi à ce que cette séquence nous dit du bilan d'Emmanuel Macron et de la place du Premier ministre. Renoncement, on le rappelle, Mickaël, à cette promesse qui avait été faite début octobre par Sébastien Lecornu. Ça va plus loin, selon vous, qu'un réalisme lié aux circonstances? Oui, parce que figurez-vous que mettre des pulls mous et se promener avec son cabas plein de poireaux et parler devant le perron de son bureau, ce sont les axes principaux de la communication de Sébastien Lecornu, eh bien ça n'a pas longtemps masqué en fait une réalité, c'est qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et donc, en recourant au 49.3, après avoir juré qu'il ne l'utiliserait plus, eh bien Sébastien Lecornu n'a pas seulement trahi un engagement politique, en réalité, il a symboliquement fermé le cercueil d'un projet qui prétendait réconcilier les Français avec la démocratie, parce que le macronisme était fondé sur une promesse fondatrice, gouverner autrement, rompre avec les vieilles pratiques. On s'en souvient, remplacer les usages et les visages. Eh bien, tout ça, c'est évidemment, bien entendu, oublié. Souvenez-vous, dans les temps anciens, 2017, un candidat qui s'appelait Emmanuel Macron s'était présenté comme l'antithèse du cynisme politique. Il promettait l'efficacité et le respect du débat et des promesses. Le 49.3 devait être l'ultime recours, presque un tabou. Aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Donc, en assumant de l'utiliser à nouveau, ce 49.3, bien, Lecornu ne fait qu'acter une réalité beaucoup plus profonde. Le macronisme est devenu une sorte de méthode de survie. Ce qui se voulait être une révolution démocratique s'est transformé en un exercice assez, au fond, vertical, crispé, sourd à la contestation. Bon, voilà le macronisme, j'y arrive, habillé pour l'hiver, comme on dit. Enfin, il y avait quand même une réalité, ça fait des mois qu'on l'attend, faire passer un budget. Et oui, mais la tradition du pragmatisme français remonte vraiment à très très longtemps. Souvenez-vous, le bon Henri de Navarre, protestant, qui se convertit au catholicisme pour devenir le Henri IV avec cette sortie célèbre, Paris vaut bien une messe. En l'espèce, on va au-delà cette fois-ci d'un pragmatisme de bonne aloi. Je maintiens la politique, parce que la politique est faite de symboles et d'actes subliminaux. La chronique du macronisme retiendra qu'au fond, c'est le plus proche du président qui a été choisi pour déconstruire le projet présidentiel avec la suspension, dissolution, disparition de la réforme des retraites. Je ne vois pas exactement à quel moment elle va revenir sur le tapis. Et toutes les promesses de mettre la France en phase avec son siècle. Le 49.3 Lecornu n'est pas qu'un épisode de plus, n'est pas une péripétie de plus. C'est vraiment un acte de clôture. Le macronisme est donc enterré et ce sont ses propres héritiers qui ont tenu l'appel. Merci Mickaël. Christelle Grapplet, Emmanuel Macron, toujours jugé, on peut y passer rapidement, mais responsable du chaos politique dans lequel on est encore? Ah oui, clairement. Et puis c'est lui qui en fait cristallise le rejet le plus fort. On le voit récemment dans une enquête qu'on a fait encore pour RTL ou saisie école d'ingénieurs. Les 3/4 des Français le rejettent. Alors oui, peut-être qu'il gagne 2-3 points, mais il a des records d'impopularité. Et il reste, aux yeux des Français, le principal responsable de la situation. Ce que Sébastien Lecornu, lui, il est un peu plus épargné par ce sentiment-là. Alors, j'entends l'argument, effectivement, erreur politique majeure, la dissolution, sauf que depuis, il y a eu tant d'occasions pour les parlementaires de se saisir de la possibilité de construire des budgets de compromis. Ils ne l'ont pas vraiment saisi, même dans le cas particulier, Vincent Couronne. Moi, j'ai tellement entendu de responsables politiques arriver et brandir leurs lignes rouges. J'en peux plus, même si ça fait partie de notre décor, les lignes rouges. C'est pas de jolies lignes rouges. Tant que ça reste décoratif. Mais c'est vrai qu'au Parlement, les lignes rouges, ça ne veut pas dire grand-chose. Puisque si on pose des lignes rouges, il va falloir à un moment donné manger son chapeau, forcément. On ne peut pas, en fait, quand on est député, arriver au Parlement et dire, en fait, par principe, je ne voterai pas tel texte, je ne voterai pas ça. Parce qu'on ne sait jamais quelle sera l'issue d'un débat.
à l'Assemblée nationale, les députés construisent des majorités, débattent et se font peut-être gagner par des arguments raisonnables ou quoi que ce soit. Alors est-ce que depuis la dissolution, il y a des majorités qui auraient pu être construites pour le budget? Probablement. Mais encore une fois, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on n'avait pas la maturité politique pour le faire, ni la maturité parlementaire. Et je serais curieux de savoir si, après 2027, ce schéma d'un gouvernement qui ne peut pas reposer sur une majorité absolue, stable à l'Assemblée nationale, eh bien fait qu'on approfondit, on vit de manière beaucoup plus ouverte, on fait notre coming out parlementaire en quelque sorte. Et on a bien vu qu'effectivement, il y avait ces lignes rouges qui avaient été posées par différents partis politiques, mais que surtout ces différents partis, dans les meetings, avec leur soutien, etc., dans leurs déclarations, se montaient les uns contre les autres. Enfin, partaient déjà sur la ligne de départ comme rendant impossible tout compromis. Mot qui est presque un gros mot en France. Ouais. Et pourtant, les partis politiques qui ont refusé de jouer le jeu de la discussion, ils ne sont pas sanctionnés, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, Christelle Grapplet. Non, mais parce que c'est vrai qu'il y avait une attente un peu à un moment de 2022 de se dire « Ah tiens, il n'y a pas de majorité absolue, peut-être que ça va être quelque chose de positif qui va en ressortir ». Bon, on peut dire qu'ils en sont un petit peu revenus, qu'il y a quand même une image assez négative et des partis politiques et du personnel politique, et tout le monde est un peu embarqué dans cette défiance généralisée. À l'exception quand même notable du Rassemblement national, qui est voilà, le parti, ou en tout cas les personnalités qui suscitent un peu plus d'adhésion, en tout cas dans leur socle. Ouais. Solange qui nous écrit de Crésancy. À quoi servent encore les débats parlementaires si tout se termine systématiquement par un 49-3 ? C'est un outil de la Ve République, le 49-3. On l'a un peu diabolisé, mais c'est vrai que c'est... voilà. Et puis c'est pas la première fois surtout qu'il est utilisé dans le cadre du vote ou du non-vote d'un budget. Autre question, Véronique de Bagneux. Vous pourrez répondre à ça. Est-ce que le PS n'a pas sacrifié trop de ses revendications au risque de se poser comme un parti quasi macroniste ? Est-ce que ça valait vraiment le coup ? Ça, c'est un peu la critique notamment des Insoumis, des LFI. Oui, mais tant mieux, en fait. Parce que la vérité, c'est que le macronisme est mort dans sa façon de gouverner, peut-être, mais aussi dans sa stratégie politique. Parce que le macronisme, depuis 8 ans, c'est quoi ? C'est la politique de l'offre. C'est de préserver systématiquement les entreprises, c'est de préserver systématiquement les revenus financiers, c'est de préserver systématiquement tout ce qui peut encourager la croissance. Et là, si vous voulez, vous avez vu qu'on n'a pas connu l'heure du Conseil des ministres pendant un certain temps, parce que ça discutait ferme entre Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron. Ça veut dire que l'hypothèse des ordonnances ou d'une ordonnance il n'était pas du tout content, Emmanuel Macron, d'aller à Canossa pour expliquer que finalement, c'est les entreprises qui allaient payer tout ça et que c'est absolument le contraire de toute la politique qu'il a menée depuis qu'il est là. Et puis, il y a un risque quand même, parce que là, pour l'instant, on ne se projette pas. Et il y a des choses un peu bizarres qui sont en train de se passer. On n'a toujours pas le texte du budget. Oui, on va en parler dans un instant. Il y a une lettre qui était promise aux parlementaires. Et aux journalistes. Les journalistes sur les boucles de Bercy ne cessent de demander le document. Et le document n'existait pas. Donc ça veut dire que ça négocie encore sur un certain nombre d'arbitrages. Oui, parce que Sébastien Lecornu s'est engagé à aller aux 5%. Et visiblement, dans les calculs des uns et des autres, il manque 2 milliards pour aller aux 5%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir réduire des dépenses, sans doute, et que c'est pas si facile. On a parlé des organismes extérieurs, là, toutes les agences. On y vient dans un instant. Je vous interromps parce que la question de tenir l'objectif des 5% de déficit, c'est le thème de la chronique d'Alexandre Poussard. Dans un instant, vous vouliez réagir à la question posée par l'une de nos téléspectatrices sur le 49.3. Finalement, tout ça pour ça, si c'est pour en arriver à utiliser cet article. Oui, je comprends la frustration qu'il peut y avoir, à se dire, à quoi ça sert de passer des jours et des jours de débat si au final on tranche par 49.3. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le 49.3, ça permet de clarifier les choses. Ça permet de clarifier les positions des uns et des autres, parce qu'il y a toujours la possibilité de censurer derrière. Alors certes, depuis 1958, il y a eu à peu près une centaine de 49.3,
Et il n'y a pas eu beaucoup de censure. Il y en a eu une seule, c'était en décembre dernier, en décembre 2024, c'était Michel Barnier qui est tombé. Mais en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une configuration dans laquelle la censure est désormais possible. Alors je ne vais pas apparaître me réjouir du possible censure, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que le 49.3 aujourd'hui a beaucoup de sens. Parce que Sébastien Lecornu ne pouvait pas faire un 49.3 sans texte de compromis. Et donc, est obligé donc à rassembler plusieurs. Il va y avoir 6 censures quand même, hein, c'est pas rien. C'est-à-dire. Oui, parce qu'on l'a dit dans le sujet d'ouverture, il y a 3 49.3. Il y a 3 49.3 et 2 censures par 49.3. Donc ça ne sert pas à rien, c'est ce que je voulais dire surtout à votre téléspectateur. Oui, et donc les parlementaires ont quand même l'occasion de s'exprimer, même s'ils ne votent pas pour un budget, ils décident de s'abstenir ou pas, mais c'est quand même une expression politique. Non, mais aujourd'hui, le plus probable, c'est que le gouvernement continue, que Sébastien Lecornu reste en place jusqu'à la présidentielle, que les motions de censure ne soient pas votées. Mais sur 6 motions de censure, c'est intéressant. On peut se faire l'avocat du diable, se dire bon, on va commencer par les recettes. Les recettes, on les connaît à peu près, il les a annoncées. Donc ça, c'est pas le plus compliqué. Les dépenses, ça peut être plus compliqué parce qu'on les connaît pas vraiment, en fait, pour l'instant. Après ça, on va connaître l'équilibre général du budget qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, y compris Olivier Faure ce matin sur France Inter a dit « J'attends de connaître l'équilibre global ». Laurent Wauquiez a dit la même chose, le détail du budget. Et donc, ce qu'on ne sait pas, on sait que le bloc central n'est pas très content. Normalement, ils ne vont pas faire tomber leur camp, mais aussi bien Horizon que Ensemble pour la République n'est pas content, parce que c'est leur politique aussi qui est blackboulée dans ce budget, en vérité. Donc, il suffit qu'il y ait quelques socialistes, quelques LR et quelques du bloc central qui changent d'avis, rien n'est impossible. Nous voilà avec un peu de suspense pour les prochains jours. Oui, il y avait quelqu'un qui se construit déjà comme étant un vainqueur pour avoir résisté aux salves de 49.3 qui vont arriver de motion de censure, c'est Sébastien Lecornu. Oui, peut-être qu'il y aura un gain politique pour le qui va sortir de là en disant je suis là, 2, il y a un budget, 3, j'ai résisté à toutes les motions de censure, sauf au théâtre. C'est une évidence. C'est le seul qui aura réussi, après l'échec de Michel Barnier et de François Bayrou, à faire passer le budget de la France. Et ça, c'est ce que je ne sais pas si les gens ils vont retenir le 49.3 ou s'ils vont retenir que finalement, Sébastien Lecornu a réussi à faire passer un budget qui finalement n'est pas trop mal et qui arrange pas mal les uns et les autres. Bon, François Bayrou avait déjà réussi avec un accord de non-censure avec le Parti socialiste. Oui, mais enfin, le budget avait déjà été négocié. On est d'accord. Alors, il y a effectivement la question de ce déficit budgétaire et de cet objectif des 5%. Il sera tenu, c'est ce que Amélie de Montchalin affirme. Elle répondait lors des questions au gouvernement à une question d'un député Rassemblement National. Écoutez. Il y a un budget. Et un budget qui va permettre qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts pour les ménages, pour les TPE, pour les PME, pour les artisans, pour les commerçants. Ce n'est pas grâce à vous. Ce n'est pas grâce à nous. Mais c'est grâce aux députés Renaissance, aux députés Modem, aux députés Horizon, aux députés Les Républicains, aux députés Lyotte, aux députés socialistes. Et vous le savez, ces députés ont fait le choix de l'intérêt général. Ils ont fait le choix du compromis, ils ont fait le choix de la stabilité. Bonsoir Alexandre, bienvenue. Que peut-on dire de ce déficit, ce chiffre-là, 5% de déficit ? Eh bien, ces 5% de déficit, c'est l'obsession du gouvernement. D'ailleurs, souvenez-vous, en décembre dernier, au Sénat, à la fin du débat budgétaire à la Haute Assemblée, le Sénat avait rendu un budget avec un déficit nettement supérieur à ces 5% du produit intérieur brut. Et cela avait valu au ministre de l'économie, Roland Lescure, une prise de parole qui restera dans la mémoire des sénateurs. Nous avons un problème. Houston, we have a problem. On a un déficit de l'ensemble des administrations publiques qui est aujourd'hui à 5,3% du produit intérieur brut. Et ça, c'est le ministre de l'économie et des finances qui vous le dit, mais je pense que tout ce que j'ai entendu à la tribune tout à l'heure me laisse à penser que pour l'immense majorité des sénateurs, c'est le cas aujourd'hui, c'est inacceptable. Voilà, un recadrage du gouvernement il y a un mois, un recadrage qui d'ailleurs n'avait pas du tout plu à la droite sénatoriale. Du tout, la séance du lendemain était houleuse. Voilà. Oui. Et en tout cas, au final, maintenant, le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a assuré, cet objectif des 5% sera atteint. Nous tiendrons les 5%. Et les tableaux, évidemment, vont être dévoilés au fur et à mesure dans la semaine, comme le prévoit la procédure parlementaire, et nous serons à 5% sincèrement.
Et pour y arriver, le gouvernement prévoit de nouvelles recettes, de nouvelles économies. Oui, alors d'abord des nouvelles recettes dont on a parlé ces derniers jours, la hausse de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises qui ont réalisé des bénéfices, l'impôt de production des entreprises, la CVE, qui devait être supprimée, qui sera finalement maintenue. Les biens somptuaires, par exemple les chalets à la montagne, seront taxés dans les transmissions d'entreprises familiales. Et puis concernant les nouvelles économies, le gouvernement entend serrer la ceinture des ministères. Nous allons procéder à des mécanismes budgétaires pour que nous annulions une partie de notre réserve, ce qui veut dire que nous allons mettre sous contrainte l'ensemble des administrations pour dire que les budgets votés doivent être strictement tenus et qu'il n'y aura pas de rallonge, sauf crise, sauf besoin exceptionnel. Donc nous mettons l'ensemble de la puissance publique dans un cadre extrêmement rigoureux. Et donc c'est maintenant, on l'a évoqué tout à l'heure, qu'on va parler de ces agences de l'État, les opérateurs publics qui vont également devoir mettre la main à la poche. Oui, parmi ces centaines d'agences de l'État et opérateurs publics, il y a par exemple l'ADEME, l'agence de la transition écologique, l'ANRU, l'agence de la rénovation urbaine ou encore Météo France, qui est bien connue des Français. Et pour la ministre des Comptes publics, certaines de ces agences ont des réserves financières dans lesquelles on peut piocher. Sur les économies que nous faisons, nous en faisons beaucoup sur les opérateurs et les agences. Et vous verrez d'ailleurs que dans les prochaines heures, un certain nombre d'économies supplémentaires seront demandées à un certain nombre d'acteurs, notamment pour que nous puissions optimiser ce qu'on appelle leur trésorerie, qu'il n'y ait pas d'argent dormant, que les impôts payés par les Français soient utilisés aussi vite que nécessaire, et qu'au fond, il n'y ait pas, vous voyez, des petits réserves comme tels des écureuils, alors que c'est l'argent des Français et que nous devons être très précautionneux avec l'impôt que nous collectons et très rigoureux avec la manière dont il est dépensé. Dans ces réserves d'écureuils des agences de l'État, le gouvernement espère tirer 2 milliards d'euros d'économies. Mais selon la commission d'enquête du Sénat sur ces agences publiques menée l'an dernier, eh bien, au mieux, on peut réaliser 500 millions d'euros d'économies par des mutualisations d'agences publiques. D'ailleurs, tous ceux qui annoncent des milliards d'euros d'économies sur ces agences publiques mentent un peu aux Français, avait dit l'été dernier Christine Lavarde, sénatrice LR et rapporteure de cette commission d'enquête du Sénat sur les agences de l'État. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces explications. Il y a un mot que je pense important dans ce qu'on a entendu, notamment du Premier ministre Vincent Couronne, c'est le mot sincèrement. La question du budget insincère. J'ai l'impression d'entendre ça depuis que je fais ce métier de journaliste. Est-ce qu'on a déjà eu un budget sincère ? Les budgets sont censés avoir tous été sincères. C'est un terme, ça paraît pas comme ça, mais c'est un terme juridique, en fait, la sincérité du budget. C'est prévu par la Constitution, par la loi organique relative aux lois de finances. Et c'est même aussi quelque chose qui nous est plus ou moins prévu par le droit européen. Enfin, l'Union européenne nous impose aussi d'adopter un budget sincère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement doit faire des prévisions de croissance et donc de déficit, etc., qui correspondent à la réalité économique et ne pas mentir sur... on l'a vu il y a 1 an et demi sur la question du dérapage budgétaire de la France, où là, pour le coup, on a eu quelques avis, notamment du Haut Conseil des finances publiques, qui montraient que ce budget n'était peut-être pas sincère. C'est sur la croissance, en fait. Il y a souvent une tendance à surestimer ce que sera la croissance de l'année à venir. Mais c'est très important, un budget sincère, c'est-à-dire qu'on soit juste sur les chiffres, parce qu'un budget non sincère peut être censuré par le Conseil constitutionnel. Donc c'est vraiment un critère extrêmement important, c'est pour faire dire la vérité aux Français, en fait, ne pas les flouer sur l'état des finances. Question de René qui nous écrit de Lézignan-Corbière. On entend que le déficit doit rester sous les 5%. Pourquoi ce chiffre ? Quel est le risque si on dépasse ce déficit ? Valérie Lecable, derrière cette question, il y a une question autour des mantras. Il y a les 3%, il y a là les 5%, parce que c'est aussi peut-être un engagement pris notamment vis-à-vis de l'Union européenne. Il y a une trajectoire qu'on doit respecter. Mais derrière ça, moi, ce que je retiens, c'est aussi une question autour de ce compromis que vous nous avez détaillé, construit par le Parti socialiste et Sébastien Lecornu. Est-ce qu'il ne sacrifie pas finalement le déficit budgétaire ? Non, parce qu'on a dit que c'était 5%, donc on va être dans les clous. Ça aurait sacrifié si on était à 5,2, 5,3, 5,4. Souvenez-vous que la gauche... On est loin des 40 milliards et quelques promis par François Bayrou il y a quelques mois. Vous savez tous ces chiffres, franchement. Ah ben oui, mais pardon, les générations futures, elles vont les payer, les milliards. Souvenez-vous qu'au début des négociations, le Parti socialiste disait on peut très bien faire 5,3 ou 5,4. Et qu'ils avaient reculé la date à laquelle... Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est d'arriver à
3%. Pour deux raisons. Une raison, c'est que c'est le critère imposé par l'Europe aux différents pays européens. Et la deuxième raison, c'est que c'est à partir de ce chiffre-là de 3% qu'on n'augmente plus la dette, qu'on stabilise la dette et qu'on l'augmente. Cela dit, il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui nous fait réfléchir, qui est très intéressant. C'est-à-dire que nous, on est là à couper les cheveux en quatre pour arriver aux 5%, parce que symboliquement, c'est extrêmement important pour tenir nos engagements européens, parce qu'on est déjà les vilains petits canards de l'Europe, qu'on est les derniers, etc. Mais le vrai juge de paix dans l'histoire, c'est Donald Trump. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Toutes les entreprises sont dans le rouge depuis l'histoire des 200% de droits de douane, d'augmentation de 10%, de 25%. C'est-à-dire que nous, on est en train de faire nos petites tambouses pour mettre nos chiffres, etc. On dit, attention, les entreprises, elles vont perdre 8 milliards, etc. Sauf que Donald Trump, il vous annonce 200% de taxes sur le champagne et le vin. Et là, à Wall Street, tous les critères à Wall Street, le tableau est devenu tout rouge immédiatement, en fait. C'est-à-dire que nous sommes... On essaye d'être bon élève et de faire au mieux de ce que les Européens nous demandent, mais en même temps, on est le jouet. C'est ce que disait Sébastien Lecornu, il faut qu'on arrête de se donner en spectacle. Oui. Un mot, Michael. Oui, très rapidement, c'est vrai qu'en même temps, le déni est très fort. On est quand même dans une période où on termine ce budget, tout le monde est content que ce budget soit finalement adopté, mais c'est quand même un déni considérable parce que les mesures les plus impopulaires doivent quand même être prises et devront être prises. Mais il y a quand même un consensus sur le fait que ça sera l'objet de la campagne présidentielle. Bah oui, c'est sûr. Alors, il y a deux motions de censure qui ont déjà été déposées par la France Insoumise et par le Rassemblement National. Tiens, on écoute le député Le Peniste Jean-Philippe Tanguy qui reproche notamment au Premier ministre, on y revient, le flou entretenu autour des impôts. Le Premier ministre nous avait promis un état des lieux précis, évidemment, une lettre à tous les parlementaires. Nous ne l'avons pas. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas capables d'assumer aujourd'hui l'État, notamment le montant des impôts et le montant des déficits, puisqu'il n'y a pas d'économie. Deuxième chose, ça veut dire qu'un certain nombre de députés aujourd'hui prennent des positions pour ce budget sans savoir l'état du déficit des impôts et des dépenses. Ce qui est complètement absurde. Le Rassemblement National, premier opposant, Christelle Craplet. Est-ce que le parti Le Peniste capitalise forcément sur cette posture ou cette reconnaissance? Je ne sais pas quel terme employer. En ce moment, on va dire qu'à chaque fois qu'il y a un parti qui capitalise sur quelque chose et sur une séquence, c'est le Rassemblement National, malheureusement, quelle que soit la séquence. Voilà, on sent que c'est le parti qui, dans ce climat un peu de défiance généralisée, de sentiment qu'on ne sait pas trop où on va, que tout s'obtient péniblement, que les grandes décisions, effectivement, sont systématiquement reportées à la présidentielle, il apparaît comme celui qui a un cap, comme celui qui a historiquement été toujours opposant et comme celui qui, maintenant, de plus en plus incarne une alternative crédible. Donc ça veut dire que ça peut être payant de refuser systématiquement de participer. On parlait de compromis, de discussions budgétaires, d'acclimatation à un vrai parlementarisme. Personne n'en veut au RN, ou même d'ailleurs à LFI, de ne pas participer. Non, parce que de toute manière, c'est dans leur ADN de s'opposer et ils seraient immédiatement perçus comme un peu traîtres et ils n'auraient pas de gain. Après, à force, ça peut quand même générer une forme de lassitude et d'indifférence. On parlait tout à l'heure de cette multiplication des motions de censure, et le fait que enfin, ça pouvait peut-être aboutir et relégitimer le processus, ce qui est vrai, et en même temps, ça crée une sorte d'habitude et le sentiment que finalement, ça se joue plus vraiment, une forme de lassitude chez les Français qui peut aussi toucher un peu le Rassemblement National ils répètent encore la même chose. Mais sincèrement, je pense quand même plutôt que ça renforce leur posture d'opposants et qu'ils n'y perdent pas. C'est plutôt gagnant pour eux, du coup. Valérie Lecable, un mot de conclusion. Moi, je comprends ce que vous dites, mais en même temps, ça me semble totalement absurde, parce que déposer une motion de censure sans même savoir... Il dit, on ne sait pas ce qu'il y a dans le texte, donc on censure. C'est l'inverse, on attend de savoir ce qu'il y a dans le texte pour censurer. Non, mais vous pouvez renverser complètement la phrase en disant... Pourquoi tu censures avant de savoir ce qui se passe, en fait, en vérité, pour l'instant. L'autre chose, c'est que le Rassemblement National a eu très, très peu de revendications dans ce budget, en fait. Il y a eu son histoire d'énergie, là, qui était très compliquée, à laquelle personne n'a rien compris, parce qu'il voulait avoir une prévision sur le programme énergétique, sur je sais pas quoi. Et la troisième chose, c'est que, de toute façon, depuis qu'il y a eu, que ce soit Barnier, Bayrou ou Lecornu, ils ont toujours dit qu'ils allaient censurer quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc,
Si vous voulez, on ne peut pas travailler avec eux, c'est tout. Il faut les mettre de côté, qu'ils fassent leur tambouille dans leur coin. Pendant ce temps-là, leur dirigeante est quand même en train de témoigner pour son procès, pour essayer de ne pas être condamnée à l'inéligibilité. Si les Français réfléchissaient un peu plus, ils trouveraient ça quand même complètement absurde. Ils sont la tête à l'envers, en fait. Bon, allez, on termine là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Valérie Lecam, on vous lit dans le quotidien lejournal.info et Vincent Couronne, j'envoie sur votre site, l'adresse c'est lessurligneurs.eu. C'est bien ça, j'avais peur de me tromper. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.